Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Aujourd'hui, encore une nouvelle vidéo, mais là, ce sera beaucoup plus sur une réflexion que je me suis dit un peu sur ce qui se passe maintenant un peu en NBA, parce que la saison va recommencer. Mais depuis, je regarde un peu des sujets sur le basket américain, et etc., etc., et je me rends compte qu'il y a un phénomène qui s'accentue de plus en plus un peu depuis quelques années, hein, tout. Je dirais pas l'affaire, mais la médiatisation un peu du fils de LeBron James, Bronny James, à la tête qui va jouer avec son père maintenant aux Lakers et tout, m'a permis de me rendre compte que il y a un phénomène qui s'accentue de plus, le phénomène de voir des joueurs NBA qui sont des fils d'eux et qui entrent dans la ligue. Faut pas croire que c'est nouveau. Dans l'histoire de la NBA, il y a toujours eu ça. C'est pour ça que je vous ai justement sorti cette photo-là avec les personnages que vous voyez. Michael Thompson, qui était le père de Klay Thompson. Rick Barry, qui est littéralement une dynastie d'enfants euh, qui ont été enlevés. Je parle de Brent Barry, je parle aussi même des... toute la famille est dans le basket depuis Rick Barry. Rick Barry, je pense avant Stephen Curry, c'était le plus grand joueur de l'histoire des Warriors. Joe Bryant, qui est le père de Kobe Bryant. Il a joué au Philadelphia Sixers avant de voyager en Italie et tout. Et je peux citer Tim Hardaway, je peux citer, il y en a tellement dans l'histoire. Kenyon Martin et son fils. Donc, ça a toujours existé dans l'histoire, dans les dynasties, même du sport, du sport en général, mais du sport américain, il y a toujours des dynasties familiales. C'est pas nouveau, c'est pas truc. Mais maintenant, ce que je remarque, c'est que le phénomène s'accentue le plus et on voit de moins en moins. Je dis pas que ça n'existe plus, ça existe quand même encore, mais la prédominance est maintenant sur beaucoup de fils d'anciens joueurs, beaucoup de fils d'anciens joueurs et beaucoup de gens qui viennent de familles, on va dire, un peu stables. Stables économiquement et stables même émotionnellement. J'ai l'impression que les profils des joueurs qui sont draftés maintenant, c'est plus des gens qui viennent des quartiers défavorisés. Ça c'est clairement, quand on regarde les derniers drafts NBA depuis plus de 8 ans et 10 ans, vous regardez un peu les profils des joueurs qui sont draftés, c'est toujours des gens qui viennent de familles presque des familles parentales stables économiquement, financièrement. Je dis pas que forcément des Bill Gates, hein, mais des familles parentales et trucs. Et parmi ceux-là, il y a beaucoup de phénomènes de fils de Ja Morant, même s'il veut jouer le thug, est un fils qui vient d'une famille stable. Son père avait été le meilleur ami de Ray Allen au lycée. Ils ont joué au basket ensemble. Et je pense qu'il avait aussi le père avec, je pense, des petits tubes de basket. C'est quelqu'un qui vient de famille stable, middle class et autres et tout. Middle class et tout. Je pense la famille Ball. Les Lonzo Ball, la Melo Ball. Et Angelo Ball n'a pas encore eu la chance d'être en NBA et tout. Mais quand tu regardes cette famille-là, le père, Lava Ball, c'est quelqu'un qui a été professionnel d'abord en NFL, qui a été professionnel en NFL pendant longtemps, mais pas forcément un joueur, comment on appelle ça, pas un joueur majeur, mais il a été professionnel quand même un peu à un moment donné là-bas et il a une vie très stable. Très, très, très stable. Et ses enfants n'ont pas grandi dans le hood. Ils n'ont pas grandi dans le hood. Ils ont grandi à Chino Hills, dans un quartier, comment on dit, suburb, comment on dit, quartier middle class. Et voilà. Et je dirais encore ça. On va ajouter Tim Hardaway, on va ajouter. Il y a Stephen Curry. Stephen Curry, c'est quelqu'un qui est le fils de Del Curry et a grandi middle class. Qui a grandi même pas middle class, qui a grandi de manière aisée. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vois même un peu Gilbert Arenas avec son fils très,
très talentueux là, qui est Alija Arenas aussi. Comment il risque de devenir aussi un très très joueur très important aussi en NBA et autres et tout, que lui-même aussi. Donc on a maintenant ces profils-là. J'ai l'impression que c'est des profils-là. Même quand tu regardes, même, je vais même encore ajouter Victor Wembanyama. Il vient pas de famille, même l'autre français là, j'ai oublié le nom là, le français qui a été numéro un ou numéro 2 de la draft là, je sais pas si lui il est parti à Atlanta ou quoi là. Ils viennent pas de famille défavorisée. C'est plus le truc qu'on voyait beaucoup dans les années 80, 90, voire même un peu dans les années 2000. Fanny, je vois de moins en moins de personnes qui viennent de familles monoparentales dans la draft NBA, de gars qui viennent des quartiers, ça existe encore. Il y en a encore plein de joueurs qui viennent des quartiers. Mais on voit plutôt des gars qui viennent de familles plus ou moins stables, des familles aisées, des anciens, des fils d'anciens basketteurs professionnels. Je parle de Craig Anthony et son fils encore, Cole Anthony, qui est à Orlando, qui je crois qu'il était à Orlando, je ne sais plus s'il est encore à la franchise. Donc on voit beaucoup ça maintenant en NBA. Et je me demande pas si c'est une stratégie un peu d'Adam Silver et tout un peu tout l'équipe un peu de la NBA, un peu de focaliser maintenant uniquement sur ce genre de profil-là dans la draft. Pour que ils aient de moins en moins de problèmes de discipline ou de problèmes un peu de délire, un peu quartier qu'on a pu avoir un peu dans les années 2000, dans les années 90 un peu. Parce que il y a une tendance qui se montre là. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Je suis partagé un peu. Je suis partagé. Pourquoi je suis partagé? Parce que je me dis, c'est bien de privilégier, de prendre des enfants privilégiés pour avoir assez, moins de problèmes un peu dans les vestiaires NBA, mais je ne pense pas que c'est la solution à tout. Ça coupe aussi les joueurs qui venant des quartiers qui n'ont pas forcément ces mêmes possibilités-là. Et je pense souvent aussi, j'ai toujours été convaincu que les joueurs qui viennent de quartier sont ceux qui ont le plus de fantaisie dans leur jeu. Les joueurs qui viennent de quartier sont ceux qui ont le plus de fantaisie dans leur jeu, plus de virtuosité dans leur jeu. Si je dis souvent, même ce qui a sauvé la NBA, c'est quand les joueurs ABA, quand il y a la montée des joueurs ABA et que les joueurs ABA, quand la NBA a fusionné avec la ABA et que les joueurs noirs, parce que la ABA, il y avait beaucoup plus de joueurs noirs là-bas, et ça qui a fait que la NBA a un sel maintenant beaucoup plus intéressant parce que tous les trucs entertainment qui étaient géniaux, c'était à la ABA. Donc, et les gars de la ABA, quand tu regardes un peu les gars qui de profil des gars qui étaient à la ABA, c'est des gars qui venaient des quartiers durs et tout, 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 tout. Donc, je suis un peu partagé. Je vois un peu cette stratégie-là et tout. Et Bronny James, un peu, comment on appelle ça? L'exaltation un peu de ça a poussé. Le fait qu'on voit Bronny James et le bon James, là, c'est un peu le népotisme poussé à un autre délire. Maintenant, du népotisme, il y aura toujours. Du népotisme, il y aura toujours dans nos sociétés, c'est pas un problème, ça. Le problème, c'est quand tu vois que le népotisme n'est pas quelque chose de positif. Qu'est-ce que je m'explique? C'est-à-dire, quand on voit par exemple Michael Thompson et Clay Thompson, ou bien quand tu vois, on va dire un peu qui, Del Curry et Stephen Curry. Ok, Stephen Curry a eu des avantages de grandir avec un joueur déjà professionnel parce que dès le bas âge, même quand son père était à Toronto, il avait déjà accès aux joueurs de Toronto. Il y a des photos avec Vince Carter, des photos avec, comment il s'appelle là, Muggsy Bogues, des photos avec ces gars-là qui côtoyaient déjà très vite et ça permet la, Alija Arenas, pareil, il a déjà accès à il s'entraîne avec les Kevin Durant, il s'entraîne déjà avec les pros. Donc, en termes de privilèges et de trucs de inside game que ça peut donner, c'est, 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 c'est c'est stupéfiant, tu vois, un peu. Maintenant,
Quand tu vois Bronny James, tu sens qu'il n'est pas encore vraiment prêt pour jouer à la NBA. Tu sens qu'il n'est pas encore prêt. Tu sens qu'il n'est pas encore prêt, qu'il est prêt encore à jouer à la G League, qu'il n'est pas encore, qu'on a forcé sa draft. Et son père, c'est son père qui l'a fait ça. Et pourquoi je n'aime pas le népotisme là? Je n'aime pas le népotisme là parce que ça montre à quel point LeBron James est égoïste dans son truc. LeBron James ne veut pas voir, c'est pas qu'il veut voir son fils réussir. LeBron James utilise son fils pour sa gloire personnelle. LeBron James utilise son fils pour que ça entre encore dans sa legacy personnelle qu'il veut laisser quand il va quitter l'NBA. J'ai tellement joué longtemps en NBA, j'ai tellement été performant en NBA que j'ai même eu le temps de jouer avec mon fils. Brodin James, je n'ai pas l'impression que j'avais fait un sujet sur ça, j'ai pas l'impression que c'est un gars passionné par ce jeu-là. Il le fait plaisir à son père. C'est là où le népotisme de LeBron James me dérange parce que ça entre toujours dans sa legacy et toujours dans sa concurrence qu'il a avec Michael Jordan. Que son objectif, c'est toujours d'effacer Michael Jordan et autres. Quand on voit les enfants de Michael Jordan, n'ont jamais joué en NBA. Les enfants de Michael Jordan n'ont jamais joué en NBA. Et quand on voit encore Michael Jordan, regardez un peu un de ses enfants, ce qu'il laisse comme legacy. Il dit, wow, toi, tes enfants sont en train de Steve la cook. Moi, les gamins, ils sont à la ligue avec moi. Et je vais plus jouer plus longtemps qu'à la ligue avec toi. Donc, il est en train de toujours essayer une sorte de propagande médiatique pour toujours. C'est parce que ça se joue aussi sur ça, un peu, cette connerie-là. Propagande négative par rapport à Michael Jordan. C'est clair, c'est évident et autres et tout. Et il utilise son fils Bronny pour pouvoir avoir un peu cet aspect qu'il va ajouter dans sa legacy qui est déjà assez grande. Et moi, je trouve que c'est horrible à ce qu'il est en train de faire à ce gamin-là. C'est son enfant. Il peut, il a le droit de faire ce qu'il veut. Je trouve que c'est horrible ce qu'il fait à son gamin-là. Ce gamin-là est exposé là sous nos yeux. Oh, regarde les mains de Bonnie, je dis, le pauvre gamin. Le pauvre gamin, c'est son père qui l'amène là-dedans. Donc, c'est là où ce népotisme-là me dérange. Quand le népotisme est fait que, oh non, on va te donner comment dire, on va te donner des outils que les jeunes de ton âge n'ont pas, pour que ça te facilite le travail. Moi, je suis pas contre ça. Les Klay Thompson ont eu la chance de rencontrer Michael Jordan très jeune, côtoyer les grands champions très jeunes. Ils sont devenus, Klay Thompson est devenu plus grand que son père. Kobe Bryant est devenu plus grand que Joe Bryant. Et Stephen Curry est devenu plus grand que son père, Del Curry. Donc, ça me dérange pas, hein. Les fils d'eux, il y en a toujours existé. Parce qu'il faut pas croire que LeBron James, Bronny James, là, c'est tout nouveau. Voilà le fils de Carmelo Anthony aussi qui arrive gros comme une maison aussi, là. Donc, ça ne dérange pas, ça. C'est ça. C'est quand c'est fait pour ta legacy personnelle que là, moi, ça me dérange. Surtout quand tu vois clairement que l'enfant n'est pas, n'est pas intéressé c'est pas vraiment sa passion, ce truc. C'est pas sa passion, le basket. Et moi, je trouve un peu que je suis partagé un peu par rapport à ce phénomène-là. Je suis partagé un peu par rapport à ce phénomène-là. Je ne sais pas trop quoi penser un peu de ça. Je suis partagé. Je trouve qu'on coupe aussi l'accès des enfants de quartier, l'accès à NBA, alors qu'il y a des enfants qui peuvent être aussi talentueux que ces middle class, fils de riches qui commencent à rentrer en NBA. Ça coupe un peu la virtuosité des joueurs du quartier parce que les joueurs de quartier apportent de la virtuosité dans cette ligue. C'est pour ça qu'on part toujours là-bas. Je pense que couper cette ligue et casser un peu en mettant déjà, comment on appelle ça, en stéréotypant un peu des joueurs comme ça là, dès le bas âge un peu. C'est un peu problématique pour moi. Ça perd un peu le sel un peu de l'histoire de ce jeu. C'est en tout cas ma perspective un peu sur ce que ce jeu-là peut être. Ben voilà. C'est un peu ma réflexion sur le sujet. Je ne sais pas quoi vous pensez. Pour ceux qui sont fans de basket et tout, je voudrais vous avouer que même le basket aussi, je commence à regarder moi, le basket américain là.
Ah là 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 là, trop de règles, trop de trucs, le poste 4 n'existe plus, le poste de pivot a changé. Ah non, je regarde que des vieilles vidéos des années 80 et années 90. Même le jeu, il devient moins ouf. C'est comme le foot, ça devient moins ouf, mais bon. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.